Bonjour, bonsoir, bon après-midi, Balandinho sur Aïtolou, Linef TV, plus précisément, Balandi à décryptage politique. C'est moi, votre frère Francis. On se retrouve encore une fois aujourd'hui avec beaucoup de passion, même énergie, même force, même motivation. Comme je ne cesse de le dire, ce qu'on fait, on est là parce qu'on aime faire ce qu'on fait. Sans la volonté, sans cette passion, on n'allait pas être là. Et aussi, l'un des objectifs de décryptage politique, ce n'est pas l'argent, hein, comme certains pourraient le penser, ce n'est pas l'argent qui nous a motivés à être là, ou sinon on aurait pu faire partie des chaînes qui sont payées pour faire la, la propagande de tel ou tel autre parti, parce que on est aussi approché, vous voyez, on est aussi approché par des gens qui veulent assez qu'on puisse parler du bien des tels. Vous voyez, nous, on ne travaille pas comme ça. Si c'était pour l'argent, vraiment, vous auriez vous-même suivi que par notre façon de parler, on est de tel côté. Mais si vous êtes fidèle à décryptage politique, vous allez comprendre que on n'a pas de parti pris, on est impartial vraiment. On est là pour dire les choses telles qu'elles sont, sans filtre. On vous dit la vérité. Donc, si euh, vous êtes quelqu'un de Félix Tshisekedi, sûrement vous n'allez pas aimer décryptage politique. Si vous êtes quelqu'un de Joseph Kabila, vous n'allez pas non plus aimer décryptage politique. Voilà pourquoi on n'est pas populaire, parce que vraiment, nous, on est sur ce qui est vrai. On se tient sur ce qui est vrai. Si Félix Tshisekedi fait des mauvaises choses, on va venir vous en parler. Si Joseph Kabila, d'ailleurs, que nous reconnaissons comme étant rwandais, Joseph Kabila, mais on ne peut même pas parler en bien de lui ici. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Donc, merci encore une fois pour tous ceux-là qui nous soutiennent, pour tous ceux-là qui sont derrière nous, parce qu'on ne veut que les changements de notre pays, dans notre pays. On ne veut que le bonheur, on veut que les choses puissent changer. Je ne cesse de le dire, si vous avez eu la chance de quitter le pays, voir un peu d'autres horizons, visiter d'autres horizons, vous allez voir que vraiment, les combattants dont vous parlez là, hein, Motosoka Bimi Mboka comme combattant, personne ne veut devenir combattant. Vous voyez, c'est la réalité des choses. Quand on voit comment des pays pauvres se développent, comment des pays qui sont très pauvres, là je parle même en ressources minérales, les minéraux que nous avons en RDC, la RDC est parmi les pays les plus riches au monde. Quand on voit ce que nous avons, et nous voyons des pays tels que par exemple l'Afrique du Sud qui dépend du platinium. L'Afrique du Sud se fait premier pays producteur de platinium au monde. Et l'Afrique du Sud est telle que vous la voyez juste par le platinium. Vous voyez, avec ça, et puis nous, quand on voit au Congo, on a plus de 40 types de minéraux. Et chaque minerai, si on exploitait seulement un seul type de minerai au profit de la population congolaise, la vie va changer. Mais on en a tellement à Gogo. On a même le pétrole au Congo. Mais on exploite le Congo en Angola, en Tanzanie. Donc, il y a tellement beaucoup de choses. Si vous voyez un peu, analysez un peu les choses, tout ce que nous avons en République démocratique du Congo, et voyez comment les Congolais vivent. Je vous l'avais dit il y a un mois passé, selon les études, les dernières études de la Banque mondiale, la RDC était les pays les plus pauvres, avec un taux de 85% de la population qui vivent de 2,75 $ par jour. Comment est-ce qu'un pays aussi riche que la RDC, avec l'électricité que nous vendons dans les pays voisins, seulement par ces montants-là, l'argent que nous vendons, l'argent que nous percevons de la location de notre courant, les Congolais peuvent vivre de cet argent-là. Tous les Congolais, ils reçoivent les salaires chaque fin du mois. Donc, vous ne travaillez pas, mais vous recevez un salaire. Là, c'est juste le courant. Que dire des entreprises qui sont là, des entreprises minières qui sont là, qui payent, versent des taxes, qui vont directement dans les poches des dirigeants. Toutes ces choses-là. Les routes, il n'y a pas construction, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des bâtiments, des hôpitaux, l'eau, l'électricité. Donc,
Kinshasa, une ville qui était conçue pour abriter 400 000 personnes. Aujourd'hui, Kinshasa a 20 000 personnes. Avec cette population dense-là, vous avez seulement une seule route qui traverse toutes les communes. Comment est-ce qu'il ne peut pas y avoir des embouteillages? Tous ces problèmes-là, hein? Et vous, vous êtes content, vous êtes relaxé. Ah, bon, c'est ça la vie, c'est ça le Congo. Et quelqu'un peut venir, il vous donne quelques sommes, quelques billets, parler en bien de moi, comme l'autre là, le Didier Boudimbu. Il va faire signer des partenariats avec le FC Barcelone. Il va signer des partenariats avec l'AC Monaco et l'AC Milan. Dépenser 64 millions de dollars qui pouvaient même aller, disons même reconstruction des stades, hein, réhabilitation des stades et construction d'autres stades. Parce que aussi grand que la RDC est une nation du football, on n'a jamais organisé une seule compétition africaine, même pas le CHAN. Le président ici de la CAF, Motsepe, qui était à l'Assemblée générale à l'Assemblée générale des fédérations africaines qui s'était passée à Kinshasa parce qu'on a accepté de verser 3 millions de dollars pour abriter cette assemblée-là. Il a émis sa volonté de voir la RDC organisée. Il veut que la RDC puisse même postuler à l'organisation du CHAN avant même de parler de la CAN 2030. Comment est-ce qu'on peut même postuler au CHAN? Le stade des Martyrs, là, il est homologué seulement les jours des matchs des léopards. Quand les léopards veulent jouer, on met de la peinture, on touche ici et là, et puis on homologue. Vous jouez les matchs. Après ça, les stades est complètement oublié, délaissé. Il y a des gens qui habitent au stade là, qui ont fait du stade des Martyrs leur maison, je ne sais pas, ils versent l'argent aux gérants de ce stade, je ne sais pas. Ils versent cet argent-là, des gens qui vivent là-bas, comme ça. Si on veut parler d'organisation d'une compétition, on parle qu'il faudrait au moins 5 stades, que 5 stades soient homologués. Vous pouvez prendre le stade du TP Mazembe comme le premier stade, parce que celui-là, il est homologué. Vous réhabilitez le stade des Martyrs. Vous réhabilitez le stade Tata Raphaël, le stade Lumumba, le stade... il y a un autre stade là qui est en construction, à Kisangani, si je me trompe. Faites au moins ça. Et puis, il y a aussi des petits terrains là où les équipes vont s'entraîner, parce que les équipes ne peuvent pas s'entraîner seulement dans les mêmes stades, les mêmes stades qui vont abriter des rencontres. Il faudrait qu'il y ait des stades aussi, des petits terrains annexés, là où les équipes peuvent s'entraîner. Mesdames et messieurs, il y a tellement, quand on est là, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour l'argent. On a un grand souci, c'est de voir le Congo changer. C'est ça notre souci. Je ne veux pas être de cette génération-là dont les prochaines générations vont parler que il y a des personnes là, il y a des gens, nos ancêtres, ils ont laissé les gens piller nos minéraux. Les gens ont pillé nos minéraux et eux n'avaient rien fait. Ils n'avaient rien fait. Au moins, parce que tous les minéraux là que ces occidentaux sont en train de voler, ces minéraux là vont prendre fin un jour. Il y aura un jour, d'ailleurs, d'après les études, à l'horizon 2050, tous les minéraux là vont se terminer. Il y a même les jours là quand Félix Tshisekedi avait signé le partenariat avec les États-Unis pour que ces derniers viennent commencer à piller nos minéraux maintenant gratuitement. Moïse Katumbi avait dit qu'il n'y avait plus de minéraux en République démocratique du Congo. Bien sûr, il avait dit ça parce que il ne voulait pas que ces voleurs, ces Américains viennent encore piller, parce qu'il avait aussi une même mise aussi sur les minéraux congolais. Avant que plutôt Félix Tshisekedi puisse démanteler ce réseau-là des voleurs et qu'ils puissent retirer leurs titres miniers. Avant cela. Mais nous devons nous mettre à l'idée que ces minéraux-là, un jour, vont se terminer, parce que on est en train de voler
par tonnes, par milliers de tonnes. Chaque semaine, il y a des milliers de tonnes qui s'envolent. Ça avait commencé depuis, je ne sais pas, 1940 quelques. Vous savez qu'en RDC, à Chinkolobwe, là nous sommes au Katanga, il y a l'uranium. L'uranium qui est convoité. L'uranium là que vous avez vu pour la construction des premières bombes atomiques. Les bombes qui ont été utilisées pour détruire les Japonais. C'est quoi encore? Nagasaki. Les bombes là qui étaient utilisées, bombes atomiques là, l'uranium qui était utilisé pour la destruction des Japonais, l'uranium là était venu du Congo, de Shinkolob. Ils avaient d'abord volé 10 000 tonnes. Après avoir découvert que l'uranium était au Congo, ils ont pris d'abord 10 000 tonnes. Après, pour la construction, après les tests, ils ont vu que non, là c'était l'uranium qui était pur, de la très bonne qualité. Ils ont volé, ils sont encore venus pour prendre 100 000 tonnes d'uranium. Là c'était vers les années 1930 quelques. Que dire de maintenant? L'uranium aujourd'hui est très convoité. Ça, on utilise ça partout. Si vous voyez les réacteurs nucléaires, l'uranium est utilisé même en Allemagne pour produire de l'électricité. L'uranium est très convoité. Si vous voyez l'uranium là, l'uranium, même comment on appelle ça? Les garages hydroélectriques que nous sommes en train que nous avons là, ça produit de l'électricité naturelle parce qu'on a juste besoin de turbines. On a besoin de l'eau pour faire fonctionner les turbines. Mais avec l'uranium, ça vous produit de l'électricité propre. L'uranium, ça vous produit l'électricité juste. L'uranium de cette taille, l'uranium de cette taille ici, ça peut alimenter un quartier pendant un an. L'uranium de cette taille ici. Donc l'uranium est très convoité dans le monde. Mais nous en avons là-bas. Mais il y a des gens, 20% de la population n'a pas de courant en RDC. Mais on a l'uranium, on a tout. Donc on manque seulement des dirigeants qui ont la volonté. Si on mettait ce Ibrahim Traoré là à la tête de notre pays, ce Congo-là va changer. Donc on a des gens qui sont là pour profiter. Ils deviennent millionnaires pendant qu'il y a des gens qui meurent chaque jour de faim en RDC là-bas. C'est avec cette motivation que nous sommes là. Nous sommes là pour parler, nous sommes là pour décrier, nous sommes là pour réveiller la conscience des Congolais. Nous sommes les derniers en Afrique. En Afrique, on se moque de nous. Hein? On se moque de nous en Afrique. Un pays aussi grand que la RDC. Mais on est les derniers. On est partout. On fuit notre pays parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien au pays. Il n'y a pas d'espoir. Le peuple est inespéré. Le président Félix Tshisekedi lui-même avait dit une fois là, il dit Mboga déjà ici est Koufouakala. Alors, un président qui dit ça, quel espoir il donne à la population? Au moment où, en tant que garant de la nation, en tant que père de la nation, vous devez donner de l'espoir. Dites aux gens, non, les choses vont changer. Je sais que tout n'a pas été rose, on a beaucoup traversé dans les ténèbres. En tout cas, la lumière, je suis là pour, si je ne vous donne pas toute la lumière, au moins une lueur d'espoir. Je vais faire des choses pour que les choses puissent, je vais tout faire de mon mieux pour que pendant le temps que je vais occuper la présidence de la République, que au moins, je vais me baser sur, laissez au moins même une base, qui est au moins même des routes. Ça va beaucoup contribuer à l'économie du pays. Le dollar va diminuer, va baisser juste avec les routes là, les routes. Vous reliez, vous mettez des routes, vous construisez des routes partout, nord, sud, est, ouest, partout. Vous mettez des routes, vous construisez, vous dites, moi c'est seulement les routes, je vais me focaliser sur ça. Beaucoup de choses vont changer en RDC. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés de commencer. Je suis désolé pour cette très longue introduction.
on va parler aujourd'hui de Massad Boulos, encore lui. Je vais vous parler de lui, je vais vous parler de nos frères congolais de la diaspora qui ont protesté. Je vais vous parler de quoi ça a été. Je vais vous parler des produits je vous l'ai dit dans la session précédente, je vous ai parlé des fruits ou en anglais, on appelle ça outcome, hein, les fruits du Forum de Paris, forum qui a vu la participation de Félix Tshisekedi en France. De quoi il a été question, je vous ai déjà tout expliqué, mais il y a des fruits par rapport à ça, il y a des actions qui sont à noter. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobali esalaka te, pe eza mukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, tope externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, tope obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Alors, je passe la première information. Là, nous sommes en Tanzanie. Comme vous le savez, il y a cette dame Samia Suluhu qui a été reconduite au poste de présidente après élection, présidente de la Tanzanie avec 98% de vote. Alors ça, l'opposition parle des scandales. Même il y a eu même la SADC qui a dit que, en tout cas, ces élections étaient une honte parce que la majorité de la population tanzanienne n'aime pas ou n'a pas voulu de cette dame, encore une fois. Mais on annonce 98% de vote. Comment ça? Et cela a conduit à des protestes. Il y a des gens qui ont protesté par milliers. Il y a des gens qui ont vraiment protesté. Il y a ceux-là qui s'est dirigé vers la résidence de cette dame pour protester, dire qu'on ne veut pas de toi. Mais il y a aussi eu des représailles. Il y a des gens les forces de l'ordre qui ont vraiment, qui se sont mêlés à ces événements. Et on parle de plus de 800 personnes qui ont été mortes, qui ont été tuées par les forces de l'ordre parce qu'on tirait à balles réelles. Alors, par rapport à ces troubles qui se passaient, il y a un monsieur qui a retenu mon attention. Je vous ai déjà parlé de lui, le général Muhoozi. Ce général, il est le fils de Yoweri Museveni, le président ougandais. Il a lancé un message à cette dame. Il a dit, if you need, c'est en anglais, je vais translate le message. Translate. Je vais translate le message. If you need help in calming down the situation in your house, just dial my number. Il a dit ceci, ça se traduit comme ceci. Si tu as besoin d'aide pour calmer la situation dans ta maison, compose juste mon numéro. Vous allez comprendre ce monsieur ici, c'est un monsieur vraiment qui est très provocateur et il est insolent. C'est un monsieur qui
qui aime s'ingérer dans les situations qui ne le concernent même pas. C'est monsieur ici. C'est un monsieur que je n'aime pas vraiment. Voilà pourquoi j'ai même voulu parler de lui. Vous allez vous rappeler par rapport à la situation de l'Est, quand les M23 avaient voulu prendre l'Est de la RDC, quand ils traînaient encore à avancer, quand ils étaient à Goma, après avoir pris Goma, ils traînaient à prendre Bukavu. Ces messieurs avaient dit que si les M23 traînaient, s'il avait du mal à prendre prendre Bukavu, lui, il était prêt à descendre et à prendre Bukavu. Il était prêt même à descendre jusqu'à Kisangani. Alors, quand les M23 avaient signé l'accord de principe avec le gouvernement congolais à Doha, c'est même monsieur ici, il avait dit qu'il n'était pas il n'avait pas accepté cet accord-là, et que lui et ses forces étaient prêts à aller prendre Kisangani, et que Kisangani ferait partie de l'Ouganda. Un peu comme ce qui se passe maintenant là, Goma et Bukavu font partie, c'est balkanisé, ça fait partie maintenant du Rwanda. Lui, il est aussi de son côté, il allait aussi prendre Kisangani. Kisangani allait être adhéré à l'Ouganda. Et c'est ces messieurs-là qui vont s'ingérer dans les affaires des Tanzaniens qui veulent aller là-bas pour aller mettre de l'ordre. Moi, je me demande des gens comme ça, pourquoi on les laisse? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour mettre la main sur des gens comme ça? Parce que cette histoire-là en Tanzanie, c'est une histoire qui est déplorable. En tout cas, comme je vous ai dit, la SADC, elle parle d'une honte. Même à la prestation de serment de cette dame ici, il y avait trop peu de présidents qui étaient présents. C'était juste des rebelles. Il y a William Ruto qui était là. Il y a le président ougandais qui avait envoyé aussi sa délégation. C'est un vieux monsieur qui avait envoyé sa délégation. Donc, elle était soutenue juste par des rebelles. Les autres n'ont pas voulu être là. Même Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi avait juste félicité. Il avait juste félicité par les réseaux sociaux, mais il n'a jamais été là. Vous voyez. Alors, c'est vraiment déplorable que ces genres de types puissent exister. Ça fait mal. Alors, je vous passe directement la deuxième information. Ce sont nos frères, les Congolais de la diaspora. Ils étaient au nombre de 300 personnes qui sont venus de la France et des Pays-Bas pour protester à l'Est. Qu'est-ce que je dis là? Ils ont protesté en Belgique, plus précisément à Bruxelles. C'est là qu'ils se sont réunis. Il y a eu une marche pacifique de nos frères de la diaspora. Ils réclament la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont scandé des slogans, paix à l'Est du pays, non à nos frères, au meurtre de nos frères et sœurs à l'Est du pays. C'est des situations que nous encourageons, des situations que nous voulons vraiment pas voir partout dans le monde, parce que vous voyez, quand vous êtes des fois quand vous manquez à manger, le monde, quand vous ne le dites, tant que vous ne le dites pas, personne ne saura que vous manquez de la nourriture. Mais quand vous commencez à parler, à dire à tout le monde, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à manger, vous faites de la publicité. Il y a deux cas là-bas. Il y a soit il y aura des gens qui vont vous aider par rapport à ça. Oh, ce monsieur, il a faim. Venez, on va l'aider. Donnons-lui de la nourriture. Comme ça, il va manger à sa faim. Là, ça fonctionne en bien pour vous. Mais si vous n'avez pas maintenant des gens qui vont vous aider, là, vous faites une mauvaise publicité. C'est-à-dire, les gens sauront que vous n'avez pas de la nourriture et ces gens-là ne vont même pas vous aider. C'est le cas maintenant avec notre pays. On a déjà marché. Vous allez vous rappeler tous, même quand à la dernière CAN, quand nos joueurs, chaque fois qu'ils marquaient, ils faisaient ça. Vous vous rappelez de ce signe ici. Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde connaît que on est agressé. Le Rwanda nous agresse, les M23 nous agressent. Mais qu'est-ce qu'il se fait sur le plan pratique? Qu'est-ce que le monde a fait par rapport à ça?
Rien n'a été fait, rien de concret n'a été fait. On parle juste d'aide. Oh, celui-ci envoie tel montant pour aider, celui-ci envoie tel montant pour aider les victimes de la guerre. Mais la guerre est toujours là. Vous voyez. Donc, mais de l'autre côté, on se moque de nous. Vous voyez un peu en Afrique, on se moque de nous. Il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais qui se moquent de nous. Comment un grand pays, moi j'ai déjà suivi des émissions, comment un pays aussi grand que la RDC peut se faire peur par le petit Rwanda qui n'a même pas la taille ou la mesure d'une province de la RDC. Ces petits pays-là, c'est ces petits pays-là qui malmènent le Grand Congo. Le Grand Congo va pleurer partout. Donc les Congolais ne peuvent pas se battre pour leur pays. Ils sont en train de pleurnicher, ils sont partout, ils fuient leur pays, ils ne peuvent pas se battre pour leur pays. Vous voyez? Donc, des problèmes comme ça, il y a même ceux-là qui ne savaient pas réellement ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, ils savent ce qui se passe et ils se moquent de nous parce qu'ils ne nous aident pas, mais ils se moquent de nous. Vous voyez? Donc, c'est une bonne chose de demander à ce que justice soit faite pour nos frères et sœurs à l'est du pays, mais on va continuer à faire ça jusqu'à quand? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait et ça n'a rien produit. Nous devons prendre nos problèmes en charge. Nous devons traiter nos problèmes nous-mêmes. Nous devons voir comment terminer ce problème, prendre des mesures pour terminer cette guerre-là nous-mêmes. Pas dire que non, demander encore de l'aide de nos frères, de la communauté internationale. Il n'y a rien que cette communauté internationale peut faire. Ce qui se passe dans notre pays, on est juste victime de cette même communauté internationale qui est en train de créer cette guerre-là pour que ces pays, cette communauté internationale puisse bénéficier de nos minéraux gratuitement, presque gratuitement, parce qu'on verse peu d'argent au Rwanda pour continuer à voler ce que le Rwanda est en train de voler nos minéraux au profit de ces grandes puissances. C'est comme ça. Je passe toujours par rapport à cette guerre. Il y a eu Massad Boulos qui a aussi salué les progrès vers la paix. Je vais vous dire un peu de quoi il a été question, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Massad Boulos, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est le conseiller principal de Donald Trump en Afrique. Il a salué les progrès réalisés dans le processus de paix entre la RDC et le Rwanda à l'issue des entretiens bilatéraux avec les autorités des deux pays. Après avoir rencontré le président Félix Tshisekedi, Massad Boulos a indiqué sur son compte Twitter que les échanges ont permis de concrétiser les engagements en faveur de la paix et de la prospérité en RDC. Il a également eu des discussions avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier. J'aime m'arrêter par Olivier, c'est l'autre nom-là, il est tellement compliqué. Au cours desquels ils ont passé en revue les progrès accomplis dans le cadre de l'accord de paix de Washington. Parmi les points accordés, la mise en œuvre du concept d'opération, l'évolution du processus complémentaire de Doha et les perspectives d'un règlement pacifique entre la RDC et le groupe rebelle AFC M23. Massad Boulos a insisté sur la mise en œuvre intégrale et rapide de l'accord de paix de Washington tout en soulignant l'engagement constant du président rwandais Paul Kagame à atteindre cet objectif. Alors, vous avez vous-même suivi, c'est que de quoi il a été question. Moi, je trouve que c'est de la pure distraction. C'est monsieur, bien sûr, il a été celui qui a introduit Félix Tshisekedi à Donald Trump. Il a été celui qui a parlé des problèmes des Congolais. C'est lui qui a dit ce qui se passe à l'est du pays. À peine nommé, il a fait, vous allez vous rappeler qu'elle avait fait sa visite en Afrique pour un peu s'enquérir des problèmes des Africains. Alors, quand il avait été en RDC, il a été voir Félix Tshisekedi, il s'est enquéri des réalités de la guerre à l'est du pays. Alors, c'est ainsi qu'il était retourné aux États-Unis et il en avait parlé à Donald Trump.
il a expliqué. Donald Trump ne connaissait même pas que le Congo existait, il ne connaissait pas la guerre à l'est du pays. Alors, après que ce monsieur lui ait expliqué ce qui s'était passé, ou bien ce qui se passe, c'est ainsi que Donald Trump était vraiment intéressé à connaître un peu l'histoire. Il lui a expliqué, mais comme c'est quelqu'un qui aime travailler avec, qui aime faire les business, c'est-à-dire il ne peut pas intervenir là où il n'y a pas son intérêt. Donc, c'est comme ça avec lui. Donc, c'est quand il voit son intérêt qu'il peut intervenir. C'est ainsi qu'il avait chargé Massad Boulos d'aller parler à Félix Tshisekedi et à ce dernier pour qu'il voie comment est-ce qu'il peut l'attirer à assister ou à intervenir dans ce problème. Alors, Félix Tshisekedi avait tenté 2 fois, je vous avais déjà expliqué, il a passé le premier accord, il a demandé à ce que Donald Trump puisse accepter de former notre armée, l'armée congolaise, aussi fournir en armement à nos FARDC, et en échange de cela, il va donner les minéraux congolais aux États-Unis. Donald Trump avait carrément dit non à cela, parce qu'il a vu que avec tout ce qui se passe en RDC aujourd'hui, il y a plus de 120 groupes armés. Alors, s'il venait à former les FARDC, s'il venait à donner les armes aux FARDC, c'est lui-même qui se ferait ennemi de tous les autres groupes armés qui sont soutenus aussi par des grandes puissances. Il y a même la Corée, il y a la Corée du Sud qui a aussi ces groupes armés là-bas. Vous voyez. Alors, c'est un peu comme de la récréation à l'est du pays. Alors, Donald Trump n'a pas voulu ça. Comme il se veut pacificateur, il a dit non à cela. C'est ainsi que Félix Tshisekedi devrait encore retourner chez lui. Cette fois-ci, il a dit je ne te demande rien. Tout ce que je te prie, c'est de terminer seulement la guerre à l'est du pays, dans mon pays. Termine ça et tu as tous les minéraux. Et lui aussi, bon, il a trouvé que comme c'est un problème entre le Rwanda et la RDC, Félix Tshisekedi accuse le Rwanda. Qu'est-ce que lui, il peut faire? Il a juste appelé Kagame et Félix Tshisekedi, ok, envoyez-moi vos ministres des Affaires étrangères. Ils vont venir, ils vont signer un accord de paix. Serrez-vous les mains, puis vous allez, c'est tout. Après cela, c'était le premier accord, l'accord global. L'accord global doit être entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et avant cela, il y a encore un accord qui doit être accord global qui doit être signé entre les M23 et les M23 et le M23 et le gouvernement congolais. Donc c'est un peu une longue histoire. Alors ils se rencontrent plusieurs fois. C'est ce qui retient mon attention ici. Ces deux-là se rencontrent plusieurs fois. Plusieurs fois, ils se rencontrent, ils se parlent toujours des mêmes choses. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui... Là, au moment où je vous parle, hein, on peut, comme le diraient les Ivoiriens, ils sont encore à Doha, en train de poursuivre avec pour parler de cet accord-là, de ces fameux accords entre le gouvernement congolais et les M23. Il n'y a rien qui se fait. Ça s'éternise. Il n'y a rien. Mais les deux personnes, quand Massad Boulos rencontre Félix Tshisekedi, ils parlent toujours des mêmes choses. Hein? Il félicite, il encourage. On va aboutir à une paix durable. Il y a des efforts qui sont fournis. Et après ça, il va parler maintenant de l'accord RDC-Washington. Où est-ce qu'on en est, hein? Parce qu'il voit les intérêts des Américains. Vous voyez. En tout cas, c'est grave. Vous avez à vous d'avoir votre mot. Vous avez votre mot par rapport à ça. N'hésitez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Je vous passe la dernière information. C'est toujours, encore une fois, en Belgique. Cette fois-ci, la Belgique a mobilisé plus de 26 millions d'euros d'aide humanitaire pour la RDC en 2025. Cette annonce a été faite par le Premier ministre belge, M. Maxime
prévaut. Je vous avais dit dans la précédente session que il y a des fruits de ce forum de paix qui a été tenu en France par le président Emmanuel Macron. Je vous avais expliqué que l'objectif ou le but de ce forum était de sensibiliser la communauté internationale, d'apporter un peu plus en RDC ou dans la région des Grands Lacs. On a vu qu'il y avait beaucoup de demandes, il y avait beaucoup de pays qui avaient vraiment urgemment besoin de fonds, qui avaient besoin d'aide. Alors là, ce sont les fruits de ce forum. Il y a la Belgique qui nous apporte 26 millions de dollars, 26 millions d'euros. Il y a aussi l'Union européenne qui a annoncé aussi des millions. On parle là de 9 millions d'euros, si je ne me trompe, qui vont être versés par l'Union européenne. Il y a la France, quant à elle, qui a annoncé 1,5 milliard de dollars, dont 500 millions qui ont déjà été versés par le gouvernement français. Alors, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. On veut nous aider, on veut nous donner quelques miettes d'argent pour, soi-disant, montrer combien on compatit avec nous, les Africains. Mais j'aimerais un peu qu'on puisse s'entendre sur quelque chose. Les problèmes ici que nous sommes en train de vivre en RDC, ça doit réveiller notre conscience. Il est grand temps que les Africains prennent conscience de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Afrique, précisément. En Afrique, jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il y a plus de 50 zones, qui sont affectées par la guerre. 50 zones. Les causes de la guerre en Afrique sont que, en Afrique, l'Afrique est le continent qui a le plus grand nombre de la jeunesse mondiale. C'est-à-dire, l'Afrique, elle est plus jeune que les autres continents. La majorité ou la moyenne d'âge des Africains, c'est 19 ans. Donc, l'Afrique a plus de jeunes que les autres jeunes, que les autres pays, que les autres continents plutôt. Alors, la conséquence, c'est quoi? Avec le chômage qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent au chômage. Ils n'ont pas d'emploi. Alors, avec toute cette réserve de minerais que nous avons, on parle de 30% des minerais mondiaux sont regorgés ou regroupés en Afrique. C'est facile pour les Occidentaux de financer quelques groupes. On sait que ces jeunes-là n'ont pas de boulot. Alors, on leur donne des armes pour que ces derniers puissent voler ces minéraux-là qui sont recherchés partout dans le monde pour amener ces minéraux-là à ces gens-là, ces pays-là, commanditaires. C'est ce qui se fait. Et quand ces jeunes-là commencent à toucher de l'argent, ils deviennent forts. Je vous donne un exemple typique avec les M23. Les M23, quand ils étaient à l'Est cette année, quand ils ont pris Goma et Bukavu, ils n'étaient pas plus de 5 000. Mais au moment où je suis en train de vous parler, ils frôlent les 20 000. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant l'argent. Ils se font l'argent eux-mêmes en imposant des taxes qui sont illégales. Ils volent nos minéraux à l'est du pays. Ils se font de l'argent. Ils sont soutenus par des personnalités politiques qui les soutiennent. Ce qui fait que ces gens peuvent facilement recruter. Ils ont recruté jusque même nos phares de SEC. Ils ont été recrutés par les M23. Ce qui fait que ces gens-là, ces groupes-là, cette milice croient en nombre. La conséquence, on va encore plus tuer, on va encore plus prendre des territoires. Cela ne se fait pas seulement en RDC, ça se fait partout en Afrique. Là où il y a des zones là qui font proie à la guerre, il y a toujours ces phénomènes-là. Il y a des djihadistes à l'ouest, il y a des djihadistes au Burkina Faso, au Nigeria, il y a des djihadistes. Ces gens-là, c'est comme ça que ça fonctionne. On donne
ou qu'est-ce que je peux dire, on embauche les jeunes, on prend les jeunes parce qu'on sait que les jeunes sont trop forts et ils peuvent vivre encore plus longtemps. Quand on prend des jeunes et qu'on les arme, on les forme, ces gens-là, vous avez la chance que ces jeunes-là puissent être avec vous toute leur vie et de prendre des gens qui sont déjà vieux. Vous voyez, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, on est en train de tuer l'Afrique. Ce qui se passe en Afrique maintenant, c'est ce qui se passe entre Israël et Gaza. Vous voyez ce qui se passe entre Israël et Gaza? Les Israéliens, ils sont en train de bombarder Gaza et ils ont bombardé leur ville, les Gazouis. C'est comme ça qu'on appelle les habitants du Gaza, les Gazouis. Ils les ont bombardés. Ils ont vu que ces gens-là n'ont pas où aller. Ils n'ont pas la nourriture, il n'y a même pas d'hôpitaux. Le seul hôpital qui existait avait une carence forte en médicaments. Alors, ils n'ont pas d'hôpitaux. Chaque fois qu'on envoyait de l'aide, on bombardait soit on bombarde les hélicoptères ou les avions qui allaient leur apporter de la nourriture, soit ce qu'on faisait que les gens qui venaient apporter de la nourriture, vu que ces zones-là n'étaient pas des zones qui étaient tranquilles, là où il n'y avait pas de bombardements, on déposait seulement de la nourriture et on fouillait. Alors, les Israélites pouvaient les voir de loin, là où les Gazouis habitaient. Chaque fois qu'il y a la nourriture qui est là, chaque fois qu'ils venaient vers cette nourriture-là, on bombardait. Mais non, les Gazouis avaient le choix. Soit aller risquer la mort en allant chercher la nourriture, soit vous restez là où vous êtes et vous mourrez de faim. C'est ce qui est en train de se passer en Afrique. Les États-Unis ont décidé de couper leur aide en Afrique. On connaît tous les problèmes que les Africains ont. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, 1 sur 5 Africains ont besoin d'aide. 1 sur 5 Africains ont besoin d'aide. Aide, là je parle d'aide alimentaire. C'est pour dire à quel point les Africains sont en train de mourir de faim. Alors, on a créé cette guerre-là en Afrique. On a donné des armes aux personnes qui n'étaient pas censées avoir d'armes. Il y a la guerre un peu partout en Afrique. Alors, il y a des déplacés. Il y a des gens qui se déplacent. Il y a des gens qui manquent de la nourriture. Alors, c'est en ce moment-là que les États-Unis ont coupé leur aide en Afrique. Pas seulement les États-Unis, l'Europe aussi a réduit aussi massivement son aide en Afrique. C'est-à-dire, on veut que les Africains continuent à mourir de faim. C'est une façon de tuer les Africains. Et cela doit nous interpeller par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Quelles mesures nous, Africains, devrions prendre pour terminer cette histoire ici? Vous pouvez voir avec ce qui se passe avec Ibrahim Traoré. J'aime l'utiliser parce que c'est un monsieur qui est en train de révolutionner un peu notre façon de voir les choses. Il est le seul qui fait front aux Occidentaux. J'aurais aimé qu'il ait le soutien de tous les autres présidents africains. Avec tout ce qui se passe, en Afrique, moi je trouve que les Africains devraient normalement savoir comment couper les liens avec les Occidentaux, fermer la frontière si vous le pouvez, et savoir traiter les problèmes des Africains entre nous. Nous sommes des frères. Ok, celui-ci fait ça. Tendez la main. Si la personne refuse, fermez la frontière. Il y a des pays, par exemple en RDC, dont nous n'avons même pas besoin. Après tout ce que nous avons vécu les 30 dernières années, je ne vois pas pourquoi notre frontière peut être ouverte entre la RDC et l'Ouganda. Pourquoi notre frontière peut être ouverte entre la RDC et le Rwanda? Pourquoi? Quel échange commercial nous pouvons engager entre nous et le Rwanda? Les autres pays voisins, les 7 autres pays, parce qu'on en a 9, les 7 autres, on n'a pas de problème avec les autres pays. Traitez avec ceux-là qui sont ouverts à traiter avec vous, politiquement, sans problème. Pas ceux-là avec qui vous faites la guerre. Même les États-Unis, là où ils sont,
ils ont fermé, ils sont en train de construire des murailles. Ils ont même peint ça en noir entre les États-Unis c'est quel pays? La Mexique. Ils ont fermé la frontière. Cela fait que ils se protègent contre la drogue, la criminalité. Je ne vois pas comment nous, on peut laisser, parce que au nom de l'esprit, comment on appelle ça, les Ubuntu, l'esprit Bantou. Au nom de cet esprit-là, on est des frères. Vous laissez cette frontière-là ouverte et ce sont nos frères à l'Est qui sont en train de mourir. Nous devons prendre des dispositions pour protéger notre population. Maintenant même, comment développer notre pays tout en sachant comment traiter avec ceux-là qui sont bien avec nous, ceux-là qui ne sont pas bien, ceux-là qui ne veulent que la guerre, fermez la frontière, mettez l'armée là-bas. C'est tout. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve prochainement pour une autre session de Décryptage politique. Merci et à la prochaine.